Elle arriva enchaînée dépouillée de son nom, de sa patrie et de son avenir vendue dans la prison la plus secrète de l'Empire, le harem du sultan. Pourtant, entre ces murs drapés de velours d'une captivité dorée, une femme allait s'emparer de l'impossible. Connue en Occident sous le nom de Roxlane et de son maître sous celui de Hurrem, elle s'éleva du rang de concubine à celui de reine, d'esclave à celui d'influence souveraine. Comment une captive étrangère a-t-elle séduit non seulement le cœur du sultan Soliman le Magnifique, mais aussi les rouages mêmes du pouvoir impérial? Pourquoi, seule parmi des milliers, obtint-elle un mariage légal, façonna-t-elle la politique étrangère et construisit-elle des monuments en son nom? Ce n'est pas simplement le récit d'une ambition, c'est la déconstruction des règles tacites d'un empire et la naissance d'un nouveau type de pouvoir, féminin, étranger et redouté. Le mécanisme qui amena Roxelane aux portes de Topkapi ne fut pas un moment d'infortune, mais le résultat d'un système mécanique, précis et impitoyable. À travers les confins de l'Europe de l'Est, des pillards sanctionnés par le Khanat de Crimée ratissaient les villages avec l'efficacité d'une moisson, s'emparant de jeunes filles dont le seul crime était la beauté ou la jeunesse. Celles-ci n'étaient pas de simples esclaves, elles étaient des investissements, des marchandises destinées aux sanctuaires intérieurs de l'Empire. Vendues sur les marchés aux esclaves animés de Constantinople, les captives chrétiennes étaient acheminées vers le harem impérial, un lieu que l'Occident se remémore à tort comme un antre de luxe, mais qui était en vérité un labyrinthe doré de surveillance, de discipline et de hiérarchie. Le harem de Topkapi fonctionnait comme une institution d'État, un moteur politique dissimulé sous la soie et le silence. Chaque mouvement était observé, chaque regard pesé. Les jeunes filles étaient rebaptisées, rééduquées et reconditionnées. On leur enseignait le turc ottoman, on les convertissait à l'islam et on les formait aux arts de la poésie, de la musique, de l'étiquette et de la soumission non pour le plaisir, mais pour le pouvoir. En son cœur, le harem était un champ de bataille et la beauté était une arme. Les concubines qui donnaient des fils au sultan devenaient des candidates au titre de valides, mères d'héritiers potentiels. La compétition n'était pas ouverte, mais ritualisait des siècles de règles tacites, dictant comment une jeune fille pouvait passer du lit à l'influence. Les enjeux étaient existentiels. Rester inaperçu, c'était pourrir dans une chambre sans fenêtre. S'élever trop vite, c'était disparaître dans le scandale ou le poison. Celle qui endurait marchait sur la corde raide entre séduction et stratégie. L'eunuque en chef, lui-même maître en politique de palais, assurait l'ordre et murmurait des alliances à celles qui pouvaient payer avec des secrets. Et dominant tout, invisible mais omniprésent, se dressait le spectre de la valide sultan, la mère du sultan, dont le contrôle sur le harem était absolu. Dans ce dédale d'ambition et de confinement entra une jeune fille aux cheveux roux de Ruthénie vendue, rebaptisée et présumée oubliable. Mais contrairement aux autres, elle riait. Elle gagna le nom de Hurrem, pour sa joie étrange et troublante, une joie qui défiait l'architecture du désespoir qui l'entourait. Ce sourire n'était pas de la naïveté, c'était l'étincelle du calcul. Car dans la prison la plus surveillée de l'Empire, où l'obéissance était une monnaie et le silence un bouclier, elle ne se recroquevilla pas. Elle étudia, elle s'adapta, elle observa les femmes qui réussissaient et celles qui disparaissaient. Apprenant que la survie exigeait plus que la beauté, elle demandait la maîtrise de 1000 jeux invisibles. Le harem n'était pas seulement une prison, c'était un creuset. Et entre ces murs, une esclave allait devenir souveraine. Elle arriva pieds nus, meurtrie, et sans nom une autre jeune fille oubliée livrée à la fin silencieuse du palais. Pourtant, dès ses premiers jours entre les murs de Topkapi, il fut clair que cette nouvelle concubine refusait le rôle d'ornement ou d'ombre. Tandis que d'autres sanglotaient dans leurs soieries ou se figeaient sous le regard des eunuques, elle souriait, elle riait. Sa voix, d'une légèreté incongrue dans un lieu alourdi par les règles, attirait les regards de côté de celles qui avaient appris à ne parler que lorsqu'on les y invitait. Le nom vint rapidement Hurrem, la joyeuse, un mot d'abord passé en chuchotement, puis en admiration méfiante. Ce n'était pas de la joie qu'elle exprimait, mais de l'audace, un refus troublant de laisser la douleur l'effacer. Aux yeux des formatrices, qui attendaient une soumission enveloppée de grâce, sa langue acérée et ses yeux brillants la marquaient comme dangereuse. Elle posait des questions que personne d'autre n'osait poser. Elle apprit le turc avec une vitesse déconcertante, mémorisa les rituels du palais et corrigeait ses instructeurs à voix basse. Son esprit, non sollicité, devint un spectacle. Lorsqu'une concubine plus âgée se moqua de son accent étranger,
Hurrem répondit par une rime si astucieuse que même le sévère eunuque à leur côté ne put cacher un sourire. Mais ce défi n'était pas enfantin, il était transformé en arme. Elle discerna rapidement l'architecture du pouvoir caché sous les soies, les classements invisibles parmi les femmes, les alliances forgées sur des secrets partagés, les punitions déguisées en protocoles. Elle étudia comment l'eunuque noir en chef ne s'inclinait que devant la valide sultan, comment les murmures portaient plus loin que les cris, comment le rire désarmait la cruauté plus efficacement que les larmes. Dans un lieu conçu pour dissoudre l'identité où les noms étaient retirés, les passés niés, et tout était remodelé en un moule unique, Hurrem se reconstruisit, non en se conformant, mais en se distinguant. Sa voix devint son bouclier, sa mémoire une lame. Elle n'oublia jamais les visages des marchands d'esclaves, l'odeur des toits en feu de son village, le poids des chaînes à ses chevilles. Mais elle portait cette mémoire comme une armure, cachée sous des couches de charme et de gaieté. C'est ce paradoxe qui commença à déstabiliser la hiérarchie. La beauté était attendue, beaucoup étaient belles. Mais l'intelligence, affûtée par la souffrance et dissimulée dans le rire, était quelque chose de bien plus dangereux. Les kalfas, les femmes expérimentées du harem, commencèrent à la surveiller de plus près non plus comme une curiosité, mais comme une menace. Elle attira non seulement la tolérance amusée de ses gardiennes, mais aussi la suspicion froide de ses rivales. Elle n'était ni la plus jolie, ni la plus obéissante, mais elle était celle que personne ne pouvait tout à fait prédire. Dans un empire bâti sur la hiérarchie et le silence, l'imprévisibilité était une forme de pouvoir. La jeune fille appelée Hurrem ne s'éleva pas par la faveur ou la séduction, pas encore. Elle s'éleva en survivant à un monde conçu pour l'effacer, et en le faisant avec un sourire qui se moquait du système même qui tentait de la briser. Cela ne commença pas par une cérémonie, mais par un changement à peine perceptible au début dans les rythmes du palais, comme le changement d'un courant sous une eau calme. Le sultan Soliman, nouvellement monté sur le trône et encore imperturbable face au fardeau de l'Empire, se mit à convoquer Hurrem plus souvent que toute autre concubine. Ce qui avait commencé comme une indulgence peu fréquente devint une routine, puis une attente, puis une obsession. Il riait de son intelligence, s'amusait de ses opinions, et s'attardait en sa présence plus longtemps que le protocole ne le permettait. Le harem, lié par des siècles de lois silencieuses, retint son souffle. Car la tradition dictait que chaque concubine ne devait porter qu'un seul fils, après quoi elle serait écartée du lit du sultan pour prévenir le factionnalisme et l'intrigue. Mais Hurrem donna naissance à un enfant puis à un autre, et ne fut jamais écartée. Elle demeura dans les faveurs de Soliman, et plus dangereusement encore, dans ses appartements. Les murmures serpentèrent à travers les couloirs de marbre. Certains disaient qu'elle usait de sortilèges, d'autres de poison, mais la plupart craignaient simplement ce qu'ils ne pouvaient comprendre. Hurrem était devenue plus qu'une concubine, elle était devenue une perturbation. Sa présence continue violait la rotation établie du désir et de l'héritage. Elle donna naissance à 5 des enfants de Soliman, dont plusieurs fils en défiance directe de la coutume impériale. Ce n'était pas la luxure qui la maintenait là, c'était la stratégie, et la volonté sans précédent du sultan d'ignorer les mâchoires murmurantes de sa cour. Mahidevran, l'ancienne favorite de Soliman et mère de son fils aîné Mustapha, bouillonnait de rage face à son éviction. Sa position politique, autrefois sûre, s'érodait sous le spectacle quotidien de l'ascension continue de Hurrem. Les courtisans prirent position en conséquence. L'eunuque noir en chef, le grand vizir et même les ambassadeurs étrangers commencèrent à remarquer l'étrange gravité qu'exerçait Hurrem non par décret, mais par sa présence. Elle ne siégeait pas encore au conseil, mais son ombre l'atteignait. Elle souriait pendant que ses rivales complotaient, sachant que rester aimée, c'était rester invulnérable. Mais une telle faveur avait un prix. Le palais ne se contentait pas d'observer, il calculait. Pour chaque enfant qu'elle portait, Hurrem creusait le fossé entre elle et les traditions qu'elle brisait. Chaque fils était une grenade politique, menaçant l'équilibre de la succession et allumant des murmures de guerre civile. L'Empire ottoman s'était longtemps prémuni contre un tel chaos grâce aux règles silencieuses du harem, mais maintenant, ces règles avaient été ignorées. Soliman, enivré par l'esprit et la compagnie de Hurrem, abandonna les coutumes même conçues pour protéger sa dynastie des fractures internes. Ce n'était pas l'amour qui déconcertait la cour, c'était la déviation. Car dans les couloirs de l'Empire, la déviation était un danger. Et Hurrem n'était plus simplement une jeune fille joyeuse à la langue bien pendue, elle était une tempête vêtue de soie, enveloppée de rire, laissant derrière elle des précédents brisés. Le jour où le sultan épousa une esclave, l'Empire retint son souffle.
Un mariage légal entre un sultan ottoman régnant et une concubine ne s'était pas produit depuis plus de 2 siècles. De telles unions étaient interdites non par la loi, mais par quelque chose de plus fort, la tradition. Le mariage signifiait obligation, permanence, légitimité. Les concubines pouvaient être écartées, exilées, oubliées. Les épouses, non. Pourtant, Soliman, dans un geste qui stupéfia à la fois sa cour et les envoyés étrangers, épousa officiellement Hürrem. L'acte fut aussi explosif que n'importe quelle guerre. Une rupture non seulement dans le protocole, mais dans la philosophie même du pouvoir ottoman. La maison impériale, bâtie sur la chorégraphie délicate du concubinage, de la succession et du rang maternel, venait d'être réécrite par une seule signature. Hürrem, autrefois une propriété, était désormais souveraine. Elle ne s'inclinait plus dans l'ombre du harem mais se tenait comme épouse consort mariée en cérémonie, nommée dans la correspondance et vêtue d'autorité. Son nouveau statut força même le grand vizir à se réajuster. Les ambassadeurs étrangers envoyèrent des dépêches remplies d'incrédulité et de spéculation. Le bel Vénitien la décrivit comme l'égale du sultan en influence, et le roi de Pologne répondit à ses lettres avec déférence. Au sein du palais, les implications furent sismiques. Ces enfants n'étaient plus seulement les fils d'une femme favorite, ils étaient désormais les fils de l'épouse du sultan. La succession, autrefois une danse sanglante de demi-frères nés de mères rivales, penchait désormais vers la lignée de Hürrem. Mustapha, fils de Maïdévran, autrefois l'héritier incontesté par son aînesse, faisait maintenant face à des rivaux dont les noms étaient soutenus par une légitimité royale. Et Soliman, en plaçant une couronne légale sur la tête de Hürrem, avait transformé non seulement son destin, mais l'architecture même de l'héritage ottoman. L'étiquette changea du jour au lendemain. Les courtisans s'inclinaient désormais plus bas en sa présence, se méfiant non seulement de sa faveur mais de sa permanence. Les femmes du harem, autrefois ses rivales en silence, se mouvaient maintenant comme des ombres derrière elle. Elle n'était plus une candidate à l'influence, elle en était l'incarnation. Des portraits commencèrent à circuler avec son effigie, et les poètes composèrent des vers en son honneur. Elle commanda des travaux publics en son propre nom, son sceau joint aux décrets impériaux. Elle n'était pas seulement le délice de Soliman, elle était sa reine. Mais avec l'élévation vint le péril. À mesure que son profil s'élevait, les poignards de la jalousie et de la dissension se levaient aussi. Pour certains, elle était une usurpatrice, une manipulatrice qui avait ensorcelé le sultan et détourné des siècles de conception impériale. Pour d'autres, elle était un miracle, l'incarnation du mérite s'élevant au-dessus de la naissance. Quoi qu'il en soit, le mariage marqua un tournant. L'Empire ne serait plus jamais gouverné par des hommes seuls. En épousant Hürrem, Soliman fit plus qu'honorer une amante, il traça une nouvelle voie pour le pouvoir. Une voie où le harem ne s'arrêtait plus à l'écran de treillis, mais s'étendait, avec défi, jusqu'au cœur même du trône. Quand Hafsa Sultan mourut au printemps de 1534, ce ne fut pas seulement la disparition d'une matriarche, ce fut l'effondrement du dernier rempart, se dressant entre Roxlane et la domination totale du harem impérial. En tant que valide sultan, mère de Soliman et femme la plus haut placée de l'Empire, Hafsa avait longtemps servi de frein aux ambitions des concubines, même si elle tolérait discrètement l'ascension de Hürrem. Sa mort retira la seule figure qui pouvait commander la déférence à la fois du sultan et du harem, sans conteste. Dans le vide ainsi créé, Roxelane s'avança non pas avec prudence, mais avec l'assurance de quelqu'un qui s'était préparé à ce moment depuis des années. Elle agit rapidement, installant ses alliés à des postes critiques, dames de compagnie, scribes, tuteurs, et même des eunuques loyaux non pas à la mémoire de Hafsa ou aux anciennes traditions, mais au nouvel ordre qui prenait forme sous le regard de Hürrem. La hiérarchie du harem, autrefois opaque et lente à changer, devint soudainement fluide restructurée pour refléter la vision de Hürrem d'un contrôle centralisé. Elle réécrivit les lois tacites qui régissaient le comportement des femmes, démantelant les cliques qui avaient favorisé ses rivales et les remplaçant par un réseau d'allégeance centré sur elles. Les chambres furent réassignées, les tâches redistribuées, même le flux d'informations ce que le sultan entendait et de qui commença à être filtré par ses courriers. N'étant plus seulement une épouse consort ou même une épouse, Hürrem devint la gouverneure de facto du palais intérieur. Elle supervisait non seulement la formation des nouvelles concubines, mais aussi l'éducation de ses fils, alignant les tuteurs sur ses intérêts idéologiques et tenant des registres détaillés de leurs progrès. Son influence s'infiltra vers l'extérieur dans les artères administratives de l'Empire.
Dans les salons et les appartements privés, des poèmes louaient sa beauté et son intellect, toujours diffusés anonymement, toujours remontant à ceux qui espéraient s'attirer ses faveurs. Des cadeaux arrivaient dans ses appartements de la part d'ambassadeurs étrangers, non pas par protocole, mais comme des offrandes. Elle y répondait avec grâce, esprit et, si nécessaire, silence. Quelques mois après la mort de Hafsa, un nouveau régime avait émergé au sein du harem moins traditionnel, plus hiérarchique et entièrement dominé par Hürrem. Et ce n'étaient pas seulement les murs du palais qui pliaient à sa volonté. À travers Constantinople, la ville sentait sa présence. Son mécénat de fondations religieuses, sa présence visible dans les cérémonies de la cour, son nom murmuré avec à la fois admiration et malaise. Ce qui avait été un pouvoir discret exercé derrière un voile était maintenant indubitablement direct. Certains la voyaient comme la nouvelle figure maternelle de l'empire compatissante, éclairée, investie dans l'avenir du règne ottoman. D'autres, en particulier les fonctionnaires de la vieille garde, la considéraient comme une corruptrice de l'équilibre sacré, mais nul ne pouvait nier son emprise. Le harem, autrefois gouverné par la mémoire du passé, pulsait désormais au rythme de la vision d'une femme qui avait survécu à ses ennemis, surpassé sa condition et maîtrisé la cour la plus complexe du monde islamique. La mort de Hafsa ne marqua pas la fin d'une ère, elle marqua le début du règne de Roxelane. Le pouvoir, dans le monde de Roxelane, ne se prenait jamais ouvertement, il était suggéré, répercuté, écrit entre les lignes d'une lettre ou murmuré derrière un rideau de soie. Avec la disparition de Hafsa Sultan et le harem sous son contrôle total, Roxelane tourna son regard vers l'extérieur non pour défier le sultan, mais pour façonner les décisions mêmes qu'il croyait être les siennes. Derrière les écrans dorés de Topkapi, son esprit politique s'aiguisa avec une clarté étonnante. Elle commença à cultiver des relations au-delà du sanctuaire intérieur de l'Empire, correspondant avec des monarques étrangers comme Sigismond II de Pologne, échangeant des cadeaux, des courtoisies diplomatiques et des suggestions soigneusement formulées, dissimulées dans le langage de la paix et de la piété. Ce n'étaient pas les rêveries oisives d'une femme de cour, c'étaient des coups calculés sur l'échiquier de l'Empire. Aucune femme ottomane avant elle ne s'était jamais permis de telles libertés, et pourtant la voilà son sceau à poser sur des lettres qui allaient influencer la diplomatie régionale. Au sein du divan, le Conseil impérial, sa présence se faisait sentir non pas en personne, mais par ses effets. Les vizirs progressaient ou chutaient selon leur alignement avec ses intérêts. Ses alliés s'élevèrent rapidement des hommes qui comprenaient que le sultan écoutait plus attentivement lorsque certains arguments étaient chuchotés après la tombée de la nuit, dans le calme de ses appartements privés. Elle n'était pas officiellement assise à la table de l'État, mais sa voix persistait dans chaque décision qui y était prise. Les questions de guerre, de fiscalité, de rébellion interne, toutes passaient par Soliman, mais de plus en plus, elles étaient adoucies, redirigées ou intensifiées par la main invisible de Hürrem. Le grand vizir, Ibrahim Pacha, autrefois confiant en son autonomie, commença à sentir le vent tourner contre lui. Ses politiques, autrefois louées, étaient maintenant discrètement remises en question. Ses alliances étrangères, en particulier avec les puissances européennes, furent examinées de près. Certains disent que Roxelane le voyait comme une menace pour l'avenir de ses fils, d'autres qu'elle ne pouvait tout simplement pas tolérer un second centre de pouvoir à côté du sultan. Quelle que soit la vérité, l'érosion de l'influence d'Ibrahim coïncida avec le plein épanouissement de la sienne. Les érudits et les chroniqueurs commencèrent à la désigner non plus seulement comme Aseki Sultan, mais à voix plus basse comme la Kadine Padisha, la femme souveraine. Ce n'était pas juste un titre, c'était une constatation de la réalité. Et le sultan, loin de résister, accueillait ses conseils avec une fréquence croissante, appréciant son intelligence autant que sa loyauté. Elle maîtrisa non seulement la politique des personnalités, mais aussi la bureaucratie de l'Empire, apprenant quels documents comptaient, quels fonctionnaires pouvaient être influencés, et comment le pouvoir coulait comme l'eau lentement, mais toujours en aval vers ceux qui savaient où creuser les canaux. Roxelane ne gouvernait pas par décret, mais par gravité. Les ministres se penchaient vers elle. Les décisions basculaient dans sa direction. Et pendant tout ce temps, elle maintenait le masque de la bienséance. Une mère, une épouse, une femme musulmane pieuse offrant ses conseils pour le bien du royaume. Mais derrière ce masque vivait une stratège, une qui avait appris que dans un empire où les hommes maniaient les épées et les titres, un murmure, s'il était bien synchronisé, pouvait changer le destin des nations. Ce fut un silence plus violent que n'importe quel coup d'épée,
le genre de silence qui suit le retrait d'un obstacle si profondément enraciné qu'il avait autrefois semblé inamovible. Mahidevran, autrefois la fière épouse et mère du premier-né de Soliman, Mustapha, disparut de la cour sans renvoi formel, sans départ cérémoniel, juste un bannissement dans les provinces, un exil silencieux qui résonna comme un tonnerre dans les couloirs du harem. Était-ce une coïncidence que sa chute suivit le mariage de Roxelane, son emprise croissante sur les nominations à la cour, ses conseils chuchotés aux heures les plus intimes de Soliman? Ou était-ce un plan, une main invisible réarrangeant les pièces pour une succession prévue de longue date? La cour spécula, les ambassadeurs étrangers prirent des notes, et les ennemis murmurèrent derrière des portes closes, mais personne ne put prouver ce qu'ils craignaient le plus, que Roxelane avait orchestré la lente destruction de sa plus grande rivale, non par une malveillance ouverte, mais par la patience et la stratégie. Pourtant, ce ne fut pas l'exil de Mahidevran qui jeta la plus longue ombre, ce fut la mort de son fils. Mustapha, le prince aîné de l'Empire et favori de l'armée, était l'héritier naturel. Charismatique, accompli et aimé des janissaires, il représentait la plus grande menace à l'ascension des fils de Roxelane. En 1553, lors d'une campagne en Perse, Soliman convoqua Mustapha dans sa tente et ordonna son étranglement par les gardes du palais. L'ordre choqua l'Empire. Comment un père pouvait-il assassiner son propre fils? Et plus précisément, pourquoi maintenant? L'accusation officielle était la trahison, des murmures de correspondance avec des ennemis perses, des complots pour s'emparer du trône. Mais les preuves étaient troubles, les confessions extraites sous la torture et le résultat brutalement final. Certains disent que Soliman agit par paranoïa, d'autres qu'il fut manipulé par ceux qui avaient à gagner de la mort de Mustapha. Au centre de chaque suspicion se tenait Roxelane, ses mains invisibles mais son ambition inoubliée. Craignait-elle vraiment que Mustapha n'exécute un jour ses fils, comme le permettait la coutume fratricide ottomane? Murmura-t-elle des avertissements à l'oreille de Soliman? Tissa-t-elle une histoire de trahison à partir de fils de loyauté? Et s'assura-t-elle que le chemin de ses enfants vers le trône soit dégagé avec une corde? Ou était-elle simplement une mère protégeant les siens dans un système qui avait longtemps exigé 100%, une femme qui comprenait le coût de la survie et le paya avant que quelqu'un d'autre ne fasse d'elle le prix? L'ironie était cruelle. Mustapha, le fils guerrier né d'un amour antérieur, fut défait non pas sur le champ de bataille, mais par la volonté d'une mère. Et sa mère, Mahidevran, vécut pour voir le corps sans vie de son enfant ramené en silence, son titre vide, son héritage effacé. Roxelane ne jubila pas, elle n'en avait pas besoin. Ses fils étaient désormais des prétendants incontestés au trône. Le harem, autrefois divisé par la lignée et la loyauté, se mouvait maintenant sous une seule bannière. Et l'Empire, malgré toute sa puissance, avait été irrévocablement altéré non par la guerre, ni par un décret, mais par une femme qui avait appris qu'à la cour ottomane, la survie n'était pas une vertu. C'était une victoire achetée avec du sang. Cela commença comme une fioriture d'encre à côté d'une signature royale, un petit emblème pressé dans la cire, délicat mais provocateur, portant la marque d'une femme qui n'avait aucun rang officiel au-delà de celui d'épouse, mais dont la volonté parcourait les artères de l'Empire comme un second battement de cœur. Roxelane, désormais plus qu'aimée, plus qu'épouse, se mit à apposer son sceau sur des lettres qui portaient le poids de la pensée impériale. Il ne s'agissait pas de messages privés d'affection ou de salutations cérémonielles. C'étaient des correspondances d'État, aux gouverneurs de province, aux monarques étrangers, aux autorités religieuses. Son emblème, autrefois confiné aux fondations caritatives et aux commandes de mosquées, apparaissait désormais à côté, voire à la place, de celui du sultan, et la cour, toujours vigilante, en prit note. Le grand vizir, autrefois l'homme le plus puissant de l'Empire après le sultan, voyait maintenant des décisions devancées par ses suggestions. Lorsque des pétitions arrivaient, elles ne passaient plus seulement par les canaux bureaucratiques, elles étaient redirigées à travers le harem, où les scribes de Roxelane transcrivaient, interprétaient et filtraient ce qui méritait l'attention du sultan. Elle devint non seulement une influence sur le pouvoir, mais un instrument de celui-ci, sa main se resserrant de plus en plus sur les rênes de l'Empire. Soliman, vieilli par la guerre et le chagrin, ne remettait plus en question cette intrusion, il l'accueillait. Son esprit était vif, ses conseils apaisants, et en sa présence, il trouvait la clarté ou l'illusion de celle-ci. Pourtant, avec chaque décret façonné par sa contribution, chaque sceau faisant écho au sien, la voix singulière de l'Empire devint un duo. Il n'était plus le pilier solitaire de la décision. Son autorité, bien qu'intacte,
n'était plus indivisible. Elle avait été partagée, non saisie, non volée, mais cédée, centimètre par centimètre, sous le poids de l'affection et de l'habitude. Les Ottomans, longtemps gouvernés par le précédent et la lignée masculine, regardaient maintenant une femme sans aucune prétention dynastique commencer à parler d'une voix indiscernable de celle du trône. Roxelane brouilla la frontière entre épouse et co-souveraine, et ce faisant, elle réécrivit l'architecture du pouvoir. Elle ne portait pas de couronne, mais son sceau en portait une. Elle ne siégeait pas au divan, mais ses directives le traversaient comme le vent à travers un moucharabieh façonnant, rafraîchissant, érodant. Les ambassadeurs qui autrefois ne cherchaient que l'oreille du grand vizir lui offraient maintenant des tributs. Les ministres formulaient leur politique en gardant un œil sur sa faveur. Et à travers tout cela, elle maintenait la fiction du soutien, non du commandement. L'empire était toujours celui de Soliman, bien sûr. Mais avec chaque document qui portait sa touche, il devenait un peu moins le sien seul. Le sceau petit, circulaire, pressé dans la cire, devint le symbole d'une transformation silencieuse. Le pouvoir, autrefois singulier, était désormais pluriel. Et l'homme autrefois appelé le magnifique se tenait non plus au-dessus de sa cour, mais à côté d'une femme dont l'ascension avait commencé dans les chênes et qui écrivait désormais l'histoire avec une plume trempée dans le velours et le fer. Là où la plupart des concubines disparaissaient dans les notes de bas de page, Roxelane grava son nom dans la pierre. À travers l'Empire, du cœur de Constantinople aux villes saintes de la Mecque et de Jérusalem, son héritage s'éleva de la terre en minarets, dômes et arches, des témoignages silencieux et immuables d'une femme qui avait maîtrisé non seulement le langage de la cour, mais aussi l'architecture de l'éternité. Ce n'étaient pas de simples actes de piété, c'étaient des déclarations publiques, durables et impériales. Sa création la plus visible, le complexe Aseki Sultan à Istanbul, n'était pas une simple mosquée. C'était une symphonie d'intentions, un lieu de culte, oui, mais aussi un hôpital, une soupe populaire, une école et un bain public. Il nourrissait les pauvres, guérissait les malades, éduquait les enfants et purifiait le corps, une étreinte du berceau à la tombe du sujet ottoman, sous les bras d'une femme qui avait autrefois été esclave. Chaque pierre portait plus qu'un poids, elle portait un message. Que le pouvoir de Roxelane s'étendait au-delà du harem, au-delà de la cour de Soliman, dans la vie du peuple, dans la géographie sacrée de l'islam. Ses fondations à Jérusalem étaient encore plus symboliques. Construire dans cette ville, c'était poser une revendication spirituelle, marcher dans l'ombre des prophètes et des épouses de prophètes. Et elle le fit avec une précision délibérée, façonnant son image non seulement comme mère de prince, mais comme gardienne de la foi. Pourtant, ses projets n'étaient pas seulement spirituels. Ils constituaient une infrastructure politique, un réseau de loyauté bâti de mortiers et de prières. Les architectes qu'elle commanditait, les ouvriers qu'elle employait, les clercs qu'elle finançait tous devinrent partie d'un réseau de mécénat qui reflétait le réseau d'alliés qu'elle avait cultivé à la cour. Le pouvoir n'était pas seulement murmuré au palais, il était gravé dans le marbre, carrelé de céramique et diffusé par la bouche des imams financés par ses waqfs. Ces dotations étaient assorties de conditions, assurant souvent que les revenus affluaient vers des institutions contrôlées par ses fidèles. Et chaque citoyen qui s'inclinait en prière sous l'un de ces dômes, chaque orphelin qui dormait dans ses abris, entrait sans le savoir dans sa sphère d'influence. Même dans la mort, elle assura sa permanence. Sa tombe fut construite à côté de celle de Soliman dans la mosquée Suleymaniye, un honneur sans précédent pour une épouse, la plaçant non seulement à ses côtés dans la mémoire, mais aussi dans la géographie sacrée du cœur spirituel de l'Empire. Dans un monde où la plupart des femmes étaient effacées par l'histoire, Roxelane s'inscrivit dans le panorama de la ville. Ces monuments se dressaient à la fois comme des dons et des avertissements, généreux, magnifiques et incontournables. Ils murmuraient le même message que sa vie avait hurlé, elle était partie de rien, mais ne serait oubliée de personne. Tout comme elle avait reconstruit la cour autour d'elle, elle reconstruisit la ville, mêlant foi et domination, miséricorde et contrôle, dans des structures qui portaient son nom non seulement dans le marbre, mais dans les rituels quotidiens de l'Empire. Elle ne régnait pas seulement par les lettres et les sceaux, mais par la pierre et l'ombre. Et, contrairement au murmure du harem, la pierre ne s'effaçait pas. La pierre perdurait. On ne prononçait pas son nom à voix haute, pas souvent du moins pas sans prudence, mais le silence autour de Roxelane était devenu plus lourd que n'importe quelle proclamation. Des chambres les plus profondes de Topkapi aux ambassades de Venise et de Vienne, son influence était indéniable et déconcertante, une force dissimulée sous la civilité et voilée derrière des sourires, mais aussi puissante que le décret de n'importe quel vizir.
Les fonctionnaires de la cour apprirent à avancer prudemment. Leur carrière, autrefois liée à la lignée ou au service militaire, dépendait désormais de leur habileté à naviguer dans les couloirs invisibles de l'approbation de Hurrem. Les grands vizirs murmuraient à des eunuques qui murmuraient à des scribes qui lui murmuraient, espérant que leur nom passerait ses lèvres avec faveur et non comme un avertissement. Les ambassadeurs étrangers observaient avec un mélange d'admiration et de suspicion. Ogier Ghiselin de Busbecq, l'ambassadeur impérial du Saint-Empire romain germanique, écrivit avec étonnement sur son emprise sur Soliman, la décrivant non pas simplement comme une épouse, mais comme une actrice politique dont les conseils rusés guidaient la main du sultan. D'autres, moins diplomates, faisaient allusion à la sorcellerie, aux enchantements orientaux ou à la magie noire, un réflexe occidental pour expliquer l'ascension d'une femme dans un monde conçu pour l'ensevelir. La bride de la volonté du sultan est entre ses mains, nota un observateur vénitien, une phrase empreinte à la fois d'admiration et d'alarme. Pour certains, elle était une merveille, un symbole que l'intelligence et la volonté pouvaient plier même les systèmes les plus rigides. Pour d'autres, elle était un présage, un avertissement de déséquilibre, l'incarnation d'un pouvoir contre nature. Les Ottomans, bien que maîtres de l'Empire, n'étaient pas immunisés contre de telles craintes. Le sultanat était fondé sur la continuité masculine, sur la rotation des concubines et l'élimination de l'influence féminine après un fils unique. Roxelane avait démoli ce rythme. Sa présence continue, son mariage, le statut élevé de ses enfants, tout cela avait fracturé l'architecture traditionnelle de la succession. Elle ne se contentait pas de contourner les règles, elle les réécrivait. Et pourtant, l'Empire tenait bon. Il ne se fractura pas sous son influence, mais il trembla. Son pouvoir était tacite dans les salles du Conseil, mais il colorait chaque décision. Elle était une contradiction vivante, pieuse mais ambitieuse, charitable mais impitoyable, joyeuse mais calculatrice. Les chroniqueurs peinaient à la classer. Certains la dépeignaient comme une épouse loyale guidant le sultan vers la droiture, d'autres comme une séductrice qui avait pris l'Empire dans des chaînes de velours. Mais personne ne niait sa portée. Son visage n'apparut jamais sur la monnaie. Son nom ne fut jamais lu à voix haute lors du sermon du vendredi, et pourtant sa volonté était imprimée à travers l'Empire dans la loi, dans la pierre, dans le sang. Elle était devenue un symbole non de la féminité, mais de la domination féminine dans un monde où une telle chose n'aurait pas dû être possible. Et l'Empire, vaste et vigilant, l'observait en silence. Car nommer son pouvoir, c'était le défier, et personne n'osait parler contre la femme qui s'était élevée de la servitude pour façonner le cours de l'histoire. Dans le silence marbré des couloirs vieillissants de Topkapi, la femme qui avait autrefois agité l'Empire d'un regard se déplaçait désormais plus lentement, enveloppée de fourrure non seulement pour la chaleur, mais aussi pour se protéger de la solitude insidieuse de la dernière saison du pouvoir. Roxelane, autrefois la tempête qui avait réécrit l'ordre du palais, était devenue une institution immuable, respectée et de plus en plus seule. Ses fils, désormais gouverneurs et commandants militaires, régnaient sur des provinces lointaines en préparation de l'inévitable guerre de succession. Le harem, autrefois son champ de bataille, était devenu calme sous son commandement, ses plus jeunes femmes élevées selon ses systèmes, ses valeurs, son héritage. Pourtant, avec l'Empire sécurisé et Soliman vieillissant, son influence, bien que non diminuée en portée, se teinta d'immobilité. Le sultan lui-même, autrefois le guerrier poète qui l'avait aimé avec le feu de la rébellion, vieillissait maintenant dans la mélancolie, préférant la réclusion, écrivant des vers sur la perte, la foi et l'inévitabilité. Leurs moments ensemble restaient privés et tendres, mais leur cour autrefois scandaleuse et volatile s'était adoucie en rituel. Roxelane continuait à superviser les fondations caritatives portant son nom, ajustait les nominations à travers le réseau d'alliances qu'elle avait tissé au fil des décennies, et gardait une main ferme sur les scribes qui rédigeaient la correspondance impériale. Mais elle n'apparaissait plus de la même manière, ne se promenait plus dans les jardins avec cette même légèreté audacieuse, ne regardait plus la cour avec le même feu. La maladie s'insinuait dans ses membres, mais elle ne montrait aucune faiblesse devant les serviteurs ou les rivaux. Elle avait trop construit pour laisser des murmures de déclin tout défaire. Pourtant, la cour le sentit. Les courtisans perçurent un changement dans l'air, un relâchement de l'emprise autrefois si ferme. Les eunuques qui l'avaient servie pendant des années regardaient maintenant au-delà d'elle, vers l'horizon incertain d'un ordre post-Roxelane. Les ambassadeurs étrangers, tout en restant déférents, écrivaient moins fréquemment sur ses déplacements et davantage sur son héritage.
Le silence qu'il avait autrefois protégé commençait maintenant à l'encercler. Ses plus grands triomphes, son mariage, son contrôle du harem, les monuments qui portaient son nom semblaient désormais non seulement des victoires, mais aussi des fardeaux, des jalons marquant le passage d'un temps que même elle ne pouvait arrêter. Dans les jardins du palais, où son rire avait autrefois résonné comme un défi, seuls les oiseaux répondaient désormais. Elle resta politiquement vigilante jusqu'à la fin, guettant les failles dans la prétention de sa famille au trône, les menaces qui pourraient anéantir les chances de ses fils. Mais il n'y avait plus de nouveaux terrains à conquérir. Elle s'était élevée des chaînes de l'esclavage pour s'asseoir à côté du plus grand souverain de l'Empire, avait vu ses rivaux exilés ou détruits, avait placé sa lignée sur le chemin du pouvoir. Il ne restait plus qu'une chose à faire disparaître avec dignité. Ses serviteurs murmuraient des prières plus souvent maintenant, non par peur mais par révérence. Le palais avait commencé à ressembler à un mausolée en attente. Et quelque part, sous les plafonds à la feuille d'or et les tapisseries parfumées, la femme qui avait régné sans titre et commandé sans couronne commença à se préparer pour son dernier acte, non pas comme une reine, mais comme une ombre qui ne quitterait jamais l'empire qu'elle avait autrefois gouverné. Cela vint au printemps, quand le jasmin fleurit trop tôt, et que l'air à Topkapi devint lourd, non de parfum, mais du parfum des fins. Roxelane, la joyeuse, l'esclave qui s'était élevée pour devenir reine en tout sauf le nom, mourut le 15 avril 1558, et à cet instant, le harem exhala un souffle qu'il retenait depuis des décennies. Son corps, autrefois paré de soie et de confiance, gisait maintenant froid sous les draps impériaux, son visage voilé non par modestie, mais pour protéger la cour de l'indignité finale de la main brutale de la mort. Sa peau, autrefois lumineuse, avait jauni avec la lente progression de la maladie. Ses doigts, autrefois instruments de pouvoir, se recroquevillaient vers l'intérieur comme des pétales se fanant à l'envers. Le palais tomba dans le silence, non pas le silence du respect, mais le silence de l'incrédulité. Des serviteurs pleuraient dans les coins où elle avait autrefois marché pieds nus. Les eunuques qui l'avaient crainte et adorée à la fois se tenaient immobiles dans les embrasures des portes. Soliman, le magnifique, le législateur, le conquérant, s'effondra. Il ordonna que son jardin préféré soit scellé, ses portes fermées comme si la mémoire elle-même pouvait être enfermée. Les musiciens furent renvoyés, leurs instruments pris et brûlés dans la cour du palais Oud, tambours et flûtes empilés comme du petit bois, leurs cordes criant une dernière fois en protestation, tandis que le feu dévorait ce qui avait autrefois apaisé l'Empire. Il n'y aurait pas de musique dans le deuil, déclara-t-il. Sa chambre fut dépouillée de ses couleurs, les soies retirées et remplacées par du noir. Il récita lui-même les prières, sa voix rauque, inégale, moins celle d'un souverain que celle d'un homme qui se défait. Pendant des décennies, elle avait été sa boussole, sa conseillère, son mythe. Sans elle, la cour devint un théâtre sans son actrice principale, une ville obscurcie sous des nuages d'orage. Le corps de Roxelane fut inhumé à côté de la mosquée Sulaymaniyeh, sa tombe construite dans une pierre aussi lisse que les arguments qu'elle livrait autrefois à travers des écrans de soie et des lettres parfumées. Aucune autre épouse n'avait été enterrée à côté de la dernière demeure du sultan, ni avant, ni depuis. Même dans la mort, elle réécrivit le précédent. Les personnes en deuil ne venaient pas seulement du palais, mais aussi des rues. Ceux qui avaient mangé dans ses soupes populaires, étaient soignés dans ses hôpitaux, lu des prières dans les mosquées qu'elle avait financées. Pourtant, nul ne pouvait entrer dans la chambre du chagrin où Soliman était assis seul, entouré de fantômes et de silence, l'air épais du souvenir de son rire. L'Empire tenait toujours debout, mais quelque chose en lui s'était fissuré une faille invisible sous le marbre et le pouvoir. Roxelane, autrefois une jeune fille étrangère arrachée à sa patrie, avait façonné le destin d'un empire, et maintenant, dans son immobilité, elle laissait derrière elle un vide si total qu'il résonnait plus fort que n'importe quelle trompette de guerre. Ses ennemis soupirèrent de soulagement, ses alliés pleurèrent, et Soliman, ce colosse de la conquête, regardait maintenant l'espace vide qu'elle occupait autrefois, et le trouvait plus froid que n'importe quel champ de bataille qu'il avait jamais traversé. Au lendemain de la mort de Roxelane, l'Empire ne retrouva pas son ancien rythme, il ne le pouvait pas. Le précédent qu'elle avait gravé dans la pierre et la soie devint le modèle d'un nouvel ordre, et de l'ombre de sa tombe s'éleva une lignée de femmes qui allaient façonner l'Empire depuis derrière les voiles, les rideaux et les treillis dorés. Ce n'était plus une époque où les concubines donnaient naissance à des fils et disparaissaient dans le silence. C'était l'aube de ce que les historiens appelleraient plus tard le sultanat des femmes, un siècle au cours duquel les mères,
les épouses et les filles de sultans allaient commander la politique, orchestrer des alliances et parfois régner en tout sauf le nom. La vie de Roxelaine avait réécrit le scénario. Son mariage avec Soliman, son mécénat visible, sa correspondance avec les souverains étrangers et son influence décisive sur les questions de guerre, de succession et de réforme transformèrent le harem d'un sanctuaire de confinement en un creuset de pouvoir. Le harem, autrefois considéré comme le point final de l'action féminine, en devint au contraire l'épicentre. Sa fille Mirima s'élèverait comme une femme de pouvoir à part entière, ses petits-fils monteraient sur des trônes portant son sang, et ses descendantes, notamment Kösem Sultan et Turhan Hatis, poursuivraient l'architecture qu'elle avait construite, régnant en tant que régente, conseillère et monarque silencieuse derrière des empereurs enfants et des sultans distraits. Ce qui avait été sans précédent sous Roxelaine devint désormais la norme. Son influence remodela l'architecture de la politique dynastique, adoucissant les contours durs du fratricide, créant de nouvelles règles de succession et institutionnalisant la présence politique des femmes en tant que gardiennes maternelles de la stabilité impériale. Les chroniqueurs autrefois scandalisés par sa présence commencèrent à écrire sur la souveraineté féminine avec une familiarité réticente, et même les envoyés étrangers s'adaptèrent, apprenant à naviguer dans la double cour, celle des hommes, visible et cérémonielle, et celle des femmes, privée et décisive. Elle ne fut pas une anomalie, mais un commencement, la première tempête d'une saison de tempêtes. Son ascension avait exposé le mythe selon lequel le harem était apolitique, et à sa place, avait révélé un second palais, plus silencieux mais non moins puissant, où les décisions étaient façonnées non pas avec des épées, mais avec des murmures et des correspondances de soi. L'héritage de Roxelaine ne se résumait pas à ses monuments ou à ses enfants, mais au remodelage de la condition féminine impériale d'ornement passif à participante active, de mère de prince à créatrice de politique. Le plus grand changement de l'Empire n'était pas venu de la conquête ou de la rébellion, mais d'une femme autrefois esclave, dont les seules armes étaient l'esprit, la patience et une volonté indomptable. À la fin du siècle suivant, personne ne remettait en question le pouvoir de la mère d'un sultan. On s'y attendait. Et ainsi, l'empire dans lequel elle était entrée enchaînée devint la scène même sur laquelle ses successeurs régnèrent, vêtus non pas de couronne mais d'influence, parce que Roxelaine avait montré que la véritable souveraineté, lorsqu'elle est exercée par une femme, n'a besoin ni de titre ni de trône pour perdurer. L'histoire se souvient d'elle d'une voix partagée moitié révérence, moitié suspicion. Roxelane était-elle une manipulatrice rusée, mêlant le poison à la prière, les murmures aux ordres, ou était-elle une brillante survivante, une femme qui refusa d'être effacée par un système qui exigeait son silence? Elle était à la fois la rose et l'épine, souriant tout en démantelant les traditions mêmes qui cherchaient à la contenir. Sa beauté adoucissait son ambition, mais ne la définissait pas. Son rire masquait un esprit entraîné par la captivité à compter chaque souffle, chaque rival, chaque opportunité. Elle construisit des hôpitaux et des orphelinats avec les mêmes mains qui signèrent des lettres condamnant ses ennemis. Elle nourrit les pauvres tout en regardant des princes mourir pour assurer sa lignée. Le pouvoir, pour elle, n'était pas un luxe, c'était une assurance contre l'oubli. Et pour ce pouvoir, elle paya par la solitude, la suspicion, l'érosion lente de son identité jusqu'à ce qu'elle ne soit plus la jeune fille de Ruthénie, ni simplement Hurrem la joyeuse, mais un mythe drapé de contradictions. Son histoire nous force à affronter un miroir plus sombre de l'Empire. Lorsque l'esclave devient souveraine, est-ce le triomphe de l'esprit humain ou sa corruption ultime? Elle régna autant par l'absence que par la présence, par ce qu'elle permettait de voir et ce qu'elle s'assurait de garder caché. Ses enfants portèrent l'avenir de l'Empire, mais son héritage porta sa question tacite. Que coûte à une femme de régner dans un monde qui insiste sur le fait qu'elle ne le peut jamais? Roxelaine a réécrit le scénario du pouvoir, mais l'encre était mêlée de larmes et de sang. Elle a réimaginé le pouvoir féminin dans la cage de fer de la masculinité impériale, non pas en la brisant, mais en se glissant à travers ses charnières et en faisant de la cage son trône. Elle a changé l'Empire. Oui, mais l'Empire l'a changé davantage, façonnant sa joie en calcul, sa foi en politique, sa tendresse en stratégie. Et lorsqu'elle reposa enfin sous le dôme de pierre à côté de l'homme qui avait rendu son ascension possible, il ne resta que le silence du marbre, l'écho des décisions prises derrière des rideaux, et un héritage qui s'étendait bien au-delà de la somme de ses actes. À la fin, elle ne portait aucune couronne, mais régna tout de même. Alors nous demandons, non avec certitude, mais avec admiration,
quand une esclave commande le sultan, quand son sceau façonne la loi et que sa main courbe l'histoire, qui porte véritablement la couronne? Est-ce l'homme assis sur le trône ou la femme qu'il n'ose pas défier?